Hello les furieux, c'est Crypto Fury, on se retrouve pour l'actu crypto du jour. Aujourd'hui, on va parler donc d'un véritable bain de sang dans le marché de la crypto-monnaie avec plus de 500 millions de dollars de liquidation et ça en moins de 24 heures. On verra notamment ce qui peut expliquer cette chute soudaine alors même que le sentiment de marché commençait à être plutôt positif. On parlera également de Binance et notamment de son CEO CZ qui dénonce les mauvais joueurs, ce qui crée quelques hostilités entre la plateforme Binance et FTX. On parlera d'ailleurs donc de FTX qui bloque les applications décentralisées de Aztec Network. Mais on parlera aussi de plus de 145 000 Ethers qui ont refait surface, ainsi bien sûr que de toutes les actualités croustillantes de la journée. Alors surtout reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire maintenant et activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune info bon plan sur la crypto. Et tu peux également rejoindre la newsletter gratuite dans la description ainsi que dans le premier commentaire. Et aujourd'hui, on commence tout de suite donc par la news concernant Binance versus FTX et plus précisément donc CZ, à savoir le CEO qui dénonce en fait les mauvais joueurs. Et vous allez voir que tout est parti en fait de l'un de ses tweets dans lequel il nous indique qu'il venait d'apprendre un nouveau mot, à savoir le mot jitters. Et il a ainsi indiqué que sur un exchange de crypto en particulier, il y avait parfois des ordres, donc des ordres d'achat, qui restaient bloqués donc pendant quelques temps, et on avait d'autres ordres qui passaient devant et qui étaient exécutés avant celui-ci. Et il indique également que apparemment ça arrive tellement souvent qu'il y a un terme qui a été inventé pour ça, et c'est le terme jitters. Et quelques temps plus tard, il a également indiqué dans le tweet suivant qu'il avait demandé en fait à ses traders VIP et qui connaissaient également donc ce type de comportement et même ce terme. Bien entendu, CZ n'a pas déclaré le nom de l'exchange en question, mais en cherchant un peu sur Twitter, on retrouve facilement qui fait sûrement référence à l'exchange FTX. Et on a d'ailleurs eu pas mal de réponses de la communauté qui ont indiqué qu'ils étaient au courant et même habitués. Certains acceptaient même la situation. Jusqu'ici, tu comprends peut-être pas la portée en fait de cette histoire, mais là où ça devient intéressant, c'est que donc ces déclarations et le tweet notamment de CZ, ils coïncident également avec les accusations qui ont été portées contre l'exchange FTX et notamment de la part de la FDIC, qui a en fait émis une ordonnance de cessation et d'abstention à l'encontre de plusieurs exchanges de crypto-monnaies dont FTX. Et on a même le président US de FTX qui a supprimé un tweet qui reprenait en fait les affirmations auxquelles s'oppose la FDIC. Donc la FDIC, qu'est-ce qu'elle déclare? Elle déclare que FTX disait qu'ils étaient assurés par eux alors que pas du tout. Et rapidement, ils ont essayé de noyer le poisson et on a Sam Bankman-Fried qui a déclaré qu'il avait l'intention justement de travailler avec la FDIC. Donc comme quoi, même sur les plus gros exchanges de crypto, il y a parfois des pratiques qui sont plutôt douteuses. Et c'est tout à l'honneur de CZ et de Binance de révéler ce genre de pratiques. Imagine un instant que tu avais un ordre d'achat ou de vente ouvert qui t'aurait permis donc de prendre des profits ou encore de sécuriser ta position, par exemple avec un stop loss, et là la plateforme de manière arbitraire elle va mettre en avant d'autres transactions qui vont passer avant la tienne et ensuite tu pourras pas justement exécuter la tienne. D'ailleurs ça nous amène à la deuxième news concernant toujours FTX qui bloque les applications décentralisées de Aztec Network, et ça parce que selon eux ça serait un mélangeur à haut risque. Donc pour ceux qui ont suivi la chaîne durant les dernières semaines, je vous avais déjà parlé notamment de Tornado Cash, donc le mixeur de crypto qui était un peu au cœur de la tourmente et que les États-Unis avaient fait fermer. Ils avaient même mis en prison ou du moins en détention l'un des fondateurs, et ça avait créé énormément de débats dans la communauté de la crypto, tout simplement parce que l'essence principale de la crypto ça reste la décentralisation, ou du moins c'est ce qui a amené le Bitcoin à ses débuts. Et le fait que des exchanges commencent justement de manière arbitraire à bloquer des transactions ou même des protocoles, ça va plutôt à l'encontre de tout ça. Moi perso, vous connaissez ma position à ce niveau là, je comprends que les exchanges centralisés en essayant d'être plus compliant et aussi d'être autorisés par les États, mais malheureusement ces concessions elles se font en échange du principe même de la crypto, qui était de pas pouvoir faire de concessions, que les choses et que les utilisateurs ou acteurs soient bons ou mauvais, normalement ça devrait être fait sur la blockchain directement. Après ça reste que mon avis, en tout cas FTX a bloqué du coup le protocole Aztec en prenant les devants, et tout simplement parce que selon eux ça serait une activité à haut risque du fait que ça soit également un mélangeur, donc un mixeur de crypto. Je rappelle également que l'agence américaine donc du Trésor des États-Unis a placé plus de 40 adresses, donc d'USDC également d'Ether, sur la liste nationale de l'OFAC, qui est en fait tout simplement l'office de contrôle des monnaies étrangères. Et fait encore plus intéressant, c'est que le PDG d'Aztec Network, donc Zach Williamson, avait déjà pris les devants
En fait, dès qu'il a vu l'affaire de Tornado Cash, et notamment les fondateurs qui sont arrêtés, il a rapidement réagi sur Twitter. Il a écrit notamment: ce qui est déprimant, c'est que nous sommes déjà passés par là avec le World Wide Web et nous n'arrêtons pas les fournisseurs de services internet pour les données qui sont contenues dans leurs câbles. Nous n'arrêtons pas les fournisseurs de DNS pour avoir signé du trafic illégal. Et donc on comprend par là que pour lui, on n'arrête pas non plus les fondateurs d'un mixeur de crypto décentralisé parce qu'il y a des personnes qui font justement des transactions qui sont plutôt louches. Et pour le coup, encore une fois, je suis plutôt d'accord avec lui. Maintenant, à plus long terme, je vois pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de tout ça. Parce que d'un côté, pour que les États acceptent mieux la démocratisation de la crypto-monnaie, et forcément, ils vont avoir justement ce genre de demande de plus en plus pressante. Mais au final, encore une fois, ça va renier le cœur même de ce que devait être la crypto-monnaie et l'esprit qu'a amené le Bitcoin. Alors, comment conjuguer justement une sorte de compliance avec les États, ou du moins juste pour qu'ils soient tolérés, et en même temps garder la décentralisation? Pour le coup, j'ai pas la réponse. Si jamais tu as une piste de réflexion là-dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on passe tout de suite à l'actu que vous attendez tous, donc concernant la chute brutale du marché de la crypto. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 500 millions de dollars de liquidation en 24 heures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'attendait pas forcément donc à une chute aussi brutale. Ça fait maintenant 3 mois qu'on était en hausse continue sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins principaux. Et là, tout d'un coup, on assiste à un petit effondrement, donc vendredi, qui s'est repris. Heureusement, on n'a pas cassé la barre donc en dessous des 20 000 dollars, mais c'est très malheureux parce que là, on cherchait actuellement la résistance du Bitcoin autour des 25 000 dollars. Et à l'heure actuelle, on est passé sous la barre des 22 000 dollars. Il faut savoir que durant le crash, il y a eu plus de 157 000 traders qui ont été liquidés, et ça en 24 heures seulement. Et donc, comme je te l'ai dit, pour un montant total de 551 millions de dollars. Rien que sur le Bitcoin, on compte plus de 203 millions de dollars de liquidation. Et sur l'Ethereum, quelques 140 millions de dollars. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a eu beaucoup plus de liquidation, donc de positions longues que de short, tout simplement parce qu'il y avait plus de longues que de short. Et ce que ça sous-tend, c'est que le sentiment de marché était extrêmement haussier, et ça justement avant ce crash éclair. Et maintenant, qu'est-ce qui explique cette chute soudaine? La plupart des acteurs importants de la crypto estiment qu'elle est due directement aux annonces de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui a annoncé qu'ils allaient encore une fois augmenter le taux d'intérêt en septembre. Il faut savoir que le taux d'intérêt était quasiment nul depuis plusieurs années, et que suite à l'inflation record aux États-Unis mais également dans le monde, la Réserve fédérale avait déjà augmenté le taux d'intérêt une première fois, ce qui avait en partie causé le début de la chute du Bitcoin. Et là, on a une annonce concernant une nouvelle augmentation qui arrivera dès le mois de septembre. On peut également en parler du tweet de CZ, donc le CEO de Binance, qui avait déclaré au moment de la chute: ils veulent acheter moins cher. Ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, qui veut acheter moins cher? On imagine bien qu'il parle des baleines et même d'éventuelles manipulations afin d'acheter la crypto-monnaie encore moins cher. Moi, personnellement, je pense qu'on pourrait avoir donc un revirement de situation. On a eu d'ailleurs quelques indicateurs techniques qui montrent une hausse imminente. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, je suis plutôt haussier pour les jours et semaines à venir. Et un calendrier plutôt chargé pour la crypto, et d'ailleurs en septembre, on va avoir notamment The Merge, donc la mise à jour de l'Ethereum. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet. Si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas à la voir pour comprendre pourquoi est-ce que l'Ethereum pourrait bien exploser à la hausse en septembre. Et d'ailleurs, en parlant de l'Ethereum, on a une baleine antique qui a littéralement fait ressurgir 145 000 Ethers. Il faut savoir que cette baleine-là, donc cet utilisateur, possède à l'heure actuelle à peu près 280 millions de dollars d'Ethereum qu'il avait acheté lors de l'ICO de l'Ethereum, et ça en 2014. Il avait fait quelques mouvements, mais pendant pas mal de temps, les Ethers n'ont plus bougé. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à envoyer ses Ethers par bloc de 5 à 10 000 vers plusieurs wallets. Encore une fois, dans le monde de la crypto, on a souvent ce genre de nouvelles. À qui appartient ce wallet? Est-ce que c'est un des fondateurs de l'Ethereum qui avait un petit wallet secret, peut-être un de ses proches, ou tout simplement un heureux investisseur qui avait bien senti le filon et qui avait acheté les Ethereum au bon moment? Dans tous les cas, si jamais il décide de tout revendre brutalement sur le marché, je manquerai pas de vous en informer. Mais en attendant, on passe à une autre actu super importante concernant cette fois-ci Cardano, et plus précisément son testnet qui a même été qualifié de catastrophiquement cassé. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a un des testnets. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un réseau donc de tests tout simplement, sur lequel on peut faire des tests de contrats intelligents, de transactions, et qui est souvent utilisé donc par les développeurs et par les lanceurs justement de smart contracts sur la blockchain de
de Cardano. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un dérèglement qui fait que le testnet principal utilisé par Cardano, donc depuis le lancement des smart contracts, n'est plus adapté au réseau principal actuel de Cardano. C'est-à-dire tout simplement qu'il est plus possible de transférer les données. En fait, quand le possesseur d'un projet veut lancer une grosse mise à jour ou encore un hard fork, eh ben, il fait souvent ses tests sur le réseau test, donc sur le testnet, avant de les lancer sur la blockchain principale. Et donc ça crée énormément de food autour de Cardano. D'ailleurs, on a même le fondateur de Cardano qui s'est exprimé concernant l'explosion des mauvaises news concernant Cardano. Et donc on a pas mal de personnes qui voient même une baisse possible de Cardano de jusqu'à 50%. Maintenant, si vous voulez mon avis, moi je pense qu'il y a beaucoup de food, comme l'a dit le fondateur, et que le cours justement est sous-coté à l'heure actuelle. Bien sûr, avec l'état du marché, c'est plutôt difficile de prendre des positions, mais personnellement, même si je pense qu'on pourrait encore atteindre des plus bas avant la reprise et avant le prochain bull run, donc des plus bas sur le Cardano mais également sur le marché de la crypto, je pense qu'il est quand même temps de se positionner en partie. Je précise encore une fois que c'est pas un conseil d'investissement, hein. En général, dans mes prises de position, j'ai tendance à utiliser donc une loi de Pareto, hein, donc 80-20, à savoir que 20% de vos actions ramènent 80% des bénéfices. Et vu que je pense quand même qu'on aura potentiellement un plus bas sur le marché de la crypto, ça me semble être une bonne idée d'investir 20% de sa liquidité maintenant. Et si jamais il y a un plus bas, eh ben, il sera possible justement de réentrer par DCA sur les crypto-monnaies qui vous intéressent. Et si à l'inverse, eh ben, j'ai tort et que le cours repart fortement à la hausse et que on a déjà atteint en fait le bottom de marché, eh ben, au moins j'aurais réinvesti au moins 20% de ma liquidité à l'heure actuelle. Mais on passe tout de suite à l'actu suivante concernant cette fois-ci les régulations canadiennes. Alors qu'est-ce qui se passe au Canada concernant le Bitcoin? On assiste tout simplement à une catastrophe parce que le cadre réglementaire il est extrêmement restreint maintenant au Canada. Faut savoir que même le type de crypto-monnaie qu'on peut acheter est en train d'être régulé. On passe tout de suite à une news plutôt incroyable concernant cette fois-ci la régulation de la crypto au Canada. Et vous allez voir que eux ils y sont allés très fort. Si en France on a une flat tax d'à peu près 30% ainsi qu'un régime un peu différent, si jamais on est considéré comme professionnel, le Canada vient de marquer le coup très fort. En fait tout simplement dans pas mal d'états maintenant au Canada, les personnes qui veulent acheter de la crypto-monnaie sont limitées dans leur achat. Ce que ça veut dire c'est que les investisseurs ils n'ont pas le droit d'acheter plus de 30 000 $ canadiens, donc moins de 23 000 € de crypto-monnaies par an. Et encore plus bizarre, cette limite, elle s'applique pas à 4 crypto-monnaies, à savoir donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Donc concernant ces 4 derniers, maintenant les Canadiens qui habitent dans les États concernés peuvent acheter autant de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin et de Bitcoin Cash qu'ils veulent. Par contre, ils sont limités net à 23 000 € net glissant pour les autres crypto-monnaies. Donc certes, pour des petits investisseurs ou des spéculateurs, ça reste suffisant, mais par contre, il y a énormément de personnes dans la crypto qui ont de gros portefeuilles ou de personnes fortunées qui voudraient entrer dans la crypto-monnaie et qui pourraient pas le faire du coup au Canada en entrant notamment sur des nouveaux projets ou encore des capitalisations plus petites. Concernant les exceptions, il y a 4 provinces canadiennes qui sont épargnées, donc Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et également le Québec. Pas de limite au Québec pour l'instant. Selon moi, c'est plutôt dommageable pour le Canada parce que ça va réduire fortement leur compétitivité sur le marché de la crypto dans les années à venir. Et j'espère bien sûr qu'on n'aura jamais le droit à ce type de régulation en France. On passe tout de suite à l'actu suivante, cette fois-ci concernant le crime. Durant l'année 2022, je vous ai énormément parlé de hacks qu'il y a eu, notamment sur des bridges avec plusieurs centaines de millions, même milliards de dollars de hacks durant le début de l'année 2022. Mais un rapport récent de Chain Analysis a montré que les marchés illicites se porte plutôt mal avec la baisse de la crypto-monnaie. On peut clairement voir sur ce graphique que les différents vols et arnaques sont totalement corrélés au cours du Bitcoin. C'est-à-dire que depuis qu'on est en bear market, les personnes ne se laissent beaucoup moins berner. Bien sûr, il y a toujours des exceptions comme par exemple CryptoGouv ou encore d'autres arnaqueurs à l'international, mais on peut voir en tout cas que la tendance au scam réduit progressivement. Maintenant, on imagine également que lors du prochain bull run, ça risque également de repartir frontalement et de rester en fait corrélé justement aux phases d'euphorie de la crypto. Dans tous les cas, moi je vous invite à rester plutôt safe, à pas exécuter de contrats notamment sur la DeFi que vous connaissez pas, à utiliser les 2FA, donc les 2 facteurs d'authentification sur les exchanges centralisés, à conserver vos cryptos vous-même et je vous encourage même fortement à avoir donc une clé Ledger pour sécuriser vos cryptos. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Et je vous prépare d'ailleurs un tuto complet sur la sécurité, notamment sur les clés Ledger. On passe cette fois-ci du côté de SushiSwap qui assiste à une véritable révolution. Pour rappel, donc SushiSwap
SushiSwap, c'est un exchange décentralisé qui a été lancé en 2020. C'est en fait un fork de Uniswap. Il a été déployé sur plus de 14 blockchains. À l'heure actuelle, il comptabilise même un volume de 225 milliards de dollars en crypto. Mais après 2 ans d'existence, on assiste maintenant à une véritable restructuration du modèle de SushiSwap. Le 3 août dernier, 3 membres de la communauté ont soumis une proposition sur le forum du DAO. Et en fait, leur proposition, elle vise à instaurer une nouvelle ère pour le sushi. Et on peut donc lire dans cette proposition qu'elle vise à instaurer une nouvelle ère pour Sushi. Une ère dirigée par un DAO revigoré, une ère où le jeton Sushi reprend sa place comme l'un des actifs les plus productifs. Et donc plus concrètement, ce qu'ils veulent faire, c'est reformer le DAO qui contrôle le protocole de SushiSwap, améliorer notamment la sécurité parce qu'il y a eu de nombreux hacks sur des protocoles similaires. Ils veulent aussi passer avec un système de vote où un sushi sera égal à une voix. C'est un modèle qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres protocoles comme Curve Finance ou encore Balancer. Et ça permet aux utilisateurs de bloquer leurs jetons pour avoir ainsi un droit de vote sur le système de gouvernance. Donc les personnes qui auront des jetons sushi pourront donc les stacker ou les bloquer et en échange avoir donc un droit de gouvernance. Et pour la grosse révolution, ils vont enlever aussi donc le programme X-Sushi qui permet en fait donc de stacker des jetons sushi et en échange de recevoir des nouveaux jetons qui sont émis par le protocole. Ça permet d'ajouter notamment de la liquidité et de recevoir en échange donc des récompenses de stacking de manière annuelle. Maintenant, le problème avec ce système-là, c'est que quand la hype autour du projet est plus faible, notamment en bear market, et ben ça crée beaucoup plus de pression vendeuse parce qu'il y a des nouveaux jetons qui sont générés et les personnes vont tout simplement les vendre. En tout cas, la communauté a plutôt bien reçu ces modifications du protocole de Sushi. Est-ce que ça va suffire donc à relancer et à remettre le projet sur la scène ou pas? C'est ce à quoi on assistera durant les semaines et mois à venir. Et on passe cette fois-ci du côté de BitDAO qui investit 20 millions de dollars sur Africa DAO et ça justement pour promouvoir le Web3 en Afrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que BitDAO, ça vise à promouvoir donc l'adoption de la technologie de la blockchain et des cryptos. Et comme beaucoup le pensent, ce jeton n'appartient pas en fait à la plateforme Bybit. Ils sont simplement des investisseurs et ils détiennent donc des droits de vote dans le DAO. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls parce qu'on retrouve dans ce DAO pas mal de grands noms du monde de la crypto. Et suite à un vote, donc 20 millions de dollars vont être versés à Africa DAO, qui pourrait même recevoir à l'avenir jusqu'à 105 millions de dollars. Et ça part de nombreux acteurs du premier plan. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que l'Afrique est un des continents qui a adopté le plus rapidement la crypto-monnaie. Ça s'explique plutôt facilement parce que dans pas mal de pays, il y a en fait peu de confiance envers les banques et les monnaies. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de systèmes de paiement par SMS qui sont déjà utilisés en Afrique et ça depuis de nombreuses années. Et donc naturellement, la promesse d'un système décentralisé dans lequel les gens pourraient avoir confiance comme la crypto a été très vite adoptée par les nombreuses personnes qui utilisaient déjà en fait des systèmes alternatifs aux banques traditionnelles. Et donc littéralement, on peut même imaginer que l'Afrique pourrait être le continent qui utilise le plus de crypto-monnaies, notamment dans la consommation, dans les différents achats. J'ai même vu certains articles sur des petites supérettes de Cambrousse qui acceptaient le paiement en Bitcoin. C'est d'ailleurs un véritable exemple pour nos pays. On espère qu'on arrivera également à un système où il y aura beaucoup plus de possibilités d'utiliser en fait la crypto-monnaie en tant que monnaie. On arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à me donner ton avis dans les commentaires. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.